Excellente nuit, bienvenue dans ce nouveau panorama de l'actualité. Partons au Mexique pour démarrer avec la conférence mondiale des femmes parlementaires et ce panel qui mène la réflexion sur le leadership des femmes pour briser le plafond de verre. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire en était la modératrice. Kandia Camara invite les femmes à la solidarité pour relever tous les défis et gagner la parité. Les atouts de la Côte d'Ivoire dans le secteur énergétique et pétrolier présentés aux États-Unis d'Amérique. C'est à la faveur du CERAWeek 2025. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a rencontré les membres de la Bilateral Chamber à Houston. Les signaux sont au vert, nous disent nos envoyés spéciaux. À suivre. Débarrasser des chevaux malades et abandonner des lieux d'habitation pour qu'ils ne contaminent pas les populations riveraines, c'est l'enjeu d'une opération qui vient de se dérouler dans la commune d'Abobo à Abidjan. Ils sont pris en charge, opération menée par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Bonsoir à tous. Tout d'abord, des nouvelles de la conférence mondiale des femmes parlementaires à Mexico. C'est au Mexique. Sur le sujet de la parité, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire a pris part à un panel. Kandia Camara invite les femmes du monde à la solidarité pour relever tous les défis de la parité. On voit cela avec Kader Sogodogo. Deuxième journée de la conférence mondiale des femmes parlementaires. La délégation ivoirienne est active à Mexico, la capitale mexicaine. Elle se retrouve d'ailleurs projetée au premier plan pour conduire un panel avec pour thème « Leadership des femmes, briser le plafond de verre ». Il s'agit d'y aller à fond, jusqu'au bout, avec courage et détermination. Plusieurs femmes leaders apportent leur contribution, leur engagement dans le domaine politique, leur combat pour la parité entre hommes et femmes. Des modèles expliqués. Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, conduit le panel. Elle donne des orientations. Je suis ravi que nous puissions entendre des femmes leaders distinguées qui nous offrent le privilège de partager leurs expériences. Je suis certaine que leurs voix inspireront et motiveront la prochaine génération de femmes souhaitant s'engager en politique. L'heure du changement pour les femmes a sonné. Les avancées législatives et institutionnelles ont permis des progrès en matière de parité, mais des efforts restent encore nécessaires. Les défis culturels et sociétaux freinent encore l'accès des femmes aux postes de décision. L'égalité n'est pas seulement un enjeu féminin, mais un impératif de développement de nos sociétés. Continuons ensemble à œuvrer pour un leadership inclusif et équitable. Les prises de parole, les expériences dans certains pays pour le traitement de la parité hommes-femmes traduisent l'engagement des femmes à refermer un certain passé. Leur présence massive dans le domaine politique est un combat. Et chez le voisin américain se tient une autre rencontre pour l'égalité des sexes, la 69e session de la Commission de la condition de la femme au siège des Nations Unies. La Côte d'Ivoire réaffirme son engagement. La ministre Nassene Touré a mis en avant les avancées réalisées par le pays. Ami Sissoko est notre envoyé spécial. La 69e session de la Commission de la condition de la femme, CSW69 des Nations Unies, a marqué le 30e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à New York. La Côte d'Ivoire, par la voix de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Touré, a apporté son soutien à la déclaration du groupe africain portée par la Guinée équatoriale. Elle appelle à des actions pour améliorer la condition de la femme en Afrique. Parmi les mesures phares figurent la réforme de la loi sur le mariage, la loi sur l'école obligatoire, la loi sur la représentation des femmes dans le secteur politique, la réforme du code pénal prenant en compte les violences basées sur le genre. D'autres avancées majeures soulignées par la ministre Nassene Touré, l'atteinte de 30% de femmes sur la liste électorale et l'autonomisation économique de plus de 360 000 femmes bénéficiaires du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, favorisant ainsi l'entrepreneuriat féminin. Les besoins en financement se chiffrent à au moins 12 milliards de dollars américains pour atteindre l'égalité des sexes d'ici 2030.
Pour parvenir à mobiliser ces ressources, le gouvernement ivoirien s'attelle à fédérer les partenaires nationaux et internationaux. La Côte d'Ivoire demeure résolue à jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de la politique inclusive, innovante et ambitieuse afin que chaque femme et chaque fille puisse pleinement exercer ses droits et contribuer au développement durable et inclusif de notre société. Fidèle à son engagement, la Côte d'Ivoire renforce ses politiques et intensifie ses actions pour garantir un avenir plus juste. Un retour en Côte d'Ivoire avec ce projet qui a justement permis de maintenir les jeunes filles à l'école dans le nord du pays. Après la phase 2 du projet Suède, l'heure est au bilan. Le comité national de pilotage, qui se dit satisfait, a donné de nouvelles orientations. Godefroy Okamawa. La Côte d'Ivoire fait partie des 9 pays bénéficiaires du projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démographiques dans le Sahel, et soutenu par la Banque mondiale. Depuis sa mise en œuvre, ce projet s'est investi plus particulièrement dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, à travers la réduction des inégalités entre sexes, l'autonomisation de la femme et surtout l'amélioration de l'accès aux services de santé reproductive aux adolescentes. C'est un projet qui a eu un très grand impact au niveau du maintien des jeunes filles à l'école. On était au début à 69%. Après la mise en œuvre du projet, nous sommes à près de 97% le taux de maintien des jeunes filles à l'école. Je peux dire aujourd'hui que les écoles couvertes par le projet Suède, nous avons eu 0 grossesse dans ces écoles-là. C'était un des objectifs de l'éducation. Cette rencontre du comité national de pilotage regroupant plusieurs départements ministériels et la primature s'inscrit dans l'harmonisation des nouvelles recommandations. Nous sommes toujours engagés dans un processus qui visera forcément à transformer donc, les acquis de ce projet en d'autres activités pour le bonheur donc, des populations cibles. C'est pour nous une grande satisfaction puisque les bénéficiaires même disent déjà qu'ils sont satisfaits de ce qui est fait et réclament d'ailleurs une poursuite de ce projet. Des nouvelles orientations pour pérenniser les acquis placés sous la tutelle du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le projet Suède est une réponse concertée des chefs d'État du Sahel pour réduire la vulnérabilité des femmes et des filles. Et les atouts de la Côte d'Ivoire dans le secteur énergétique et pétrolier présentés aux États-Unis d'Amérique, je le disais en titre, c'est à la faveur du CERAWeek 2025. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a rencontré les membres de la Bilateral Chamber à Houston. Les signaux sont au vert, nous disent nos envoyés spéciaux Jean-Luc Bambo et Dramé Lamine. La délégation ivoirienne a participé à une session spéciale avec la Bilateral Chamber, la chambre de commerce bilatérale des États-Unis, basée à Houston. Une rencontre au cours de laquelle le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a décliné la vision du gouvernement, celle de faire de la Côte d'Ivoire la référence en Afrique dans la gestion responsable, inclusive et transparente des ressources extractives et énergétiques sous le leadership du président de la République. Une vision unanimement saluée par les hommes d'affaires américains. Nous espérons pouvoir donc poursuivre les discussions et puis arriver à concrétiser donc le financement des projets phares qui nous tiennent à cœur, notamment les investissements dans les infrastructures de réception, de stockage, le développement des activités de raffinage et puis bien sûr l'exploration-production. On a présenté les blocs que nous avons qui sont disponibles, donc nous avons 21 blocs. Et pour les projets structurants, nous avons parlé de stockage, nous avons parlé de pipelines qui quitteront Abidjan jusqu'à Fekese-Degou. Nous avons parlé également de stockage de butane et puis des projets du gaz naturel pour pouvoir satisfaire la demande des mines et surtout des industries. Un plaidoyer qui semble avoir conquis l'auditoire. Les membres de la Bilateral Chamber se disent prêts à saisir les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire. En fait, le rapport a été très détaillé et assez impressionnant. En fait, il y a facilement 10 milliards de dollars d'investissement dans les 5 prochaines années qui va recréer un futur assez fort pour l'industrie pétrolière et énergétique du pays. Mr. did an extraordinary job at concisely conveying the... Nous, à la Chambre de commerce, on voit plusieurs pays. On est extrêmement impressionnés et on aura le plaisir de travailler de façon plus proche avec eux, surtout que cette première fois a été assez extraordinaire.
Comme pour joindre l'acte à la parole, l'USTDA, l'Agence américaine pour le commerce et le développement, a annoncé au cours de cette session qu'elle était prête à financer les études techniques des projets présentés. Un premier pas vers des collaborations futures qui pourraient bien ouvrir un nouveau chapitre dans les relations énergétiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Et des liens forts tissés également avec le Brésil. Une coopération sud-sud marquée par la visite du ministre brésilien des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Il s'est entretenu avec son homologue ivoirien, Léon Adom Kakou. Les deux personnalités ont évoqué des questions commerciales telles le transport aérien. Souleymane Donisangou. C'est une visite de travail qui intervient après la tenue à Abidjan de la première session des consultations politiques ivoiro-brésiliennes en novembre dernier. La présente rencontre affiche de bonnes perspectives en vue d'une coopération plus entreprenante entre les deux pays. Une séance à laquelle ont pris part le ministre des Transports et celui des Ressources animales et halieutiques. Nous avons justement, s'agissant des transports, parlé de la mise en place d'un puissant facteur de rapprochement des peuples, la signature d'un accord aérien et l'exploitation d'une desserte Brésil-Côte d'Ivoire par Air Côte d'Ivoire, mais également par une compagnie brésilienne désignée par la partie brésilienne. Nous avons également parcouru d'autres avenues dans le cadre de cette coopération. Nous sommes convenus de nous rencontrer très bientôt pour les approfondir davantage. Le Brésil et la Côte d'Ivoire ont une relation très proche du point de vue social, culturel et humain, et aussi de grandes possibilités de faire le commerce bilatéral croître encore plus et la coopération dans plusieurs domaines. Sous l'invitation du président de la République fédérale du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, la Côte d'Ivoire prendra part à deux événements majeurs au Brésil. Il s'agit de la réunion des ministres de l'agriculture du continent africain, prévue en mai prochain, et la COP30, où une contribution de la délégation ivoirienne est attendue sur le sujet du changement climatique. Je vous propose maintenant de faire une halte dans la commune d'Abobo. 2 chevaux sans propriétaire, victimes de maltraitance et malades, ont été pris en charge par les services du ministère des Ressources animales et halieutiques. L'enjeu de l'opération, débarrasser ces chevaux malades et abandonnés des lieux d'habitation afin de protéger la population. Dangui. Abidjan, commune d'Abobo, quartier Colatier. Alors que les populations vivent déjà mal la divagation des animaux, la souffrance de ces 2 chevaux, visiblement mal en point et abandonnés, est devenue insupportable pour les riverains. Les animaux se promènent dans le quartier. Je ne sais pas, moi-même je me demande souvent si la divagation des animaux, cette loi même, si ça existe, puisque nous voyons des animaux se promener. Plusieurs fois, ils ont blessé des enfants ici. Entre nous comme ça, les animaux comme ça, vraiment bon, on ne voit pas leur utilité ici, quoi. Ça nous fait peur. On ne sait pas si c'est contagieux, ça peut toucher la population ou autre machin, bon, c'est ça qui nous fait peur, quoi. Informer les services du MIRA, ministère des Ressources animales et halieutiques, avec l'appui des autorités locales, accourent et arrivent sur les lieux. On a procédé à une opération de confiscation de 2 chevaux abandonnés qui étaient en état de maltraitance et de souffrance aggravée. Avec beaucoup de peine, les 2 chevaux, au pronostic vital déjà engagé, ont pu être maîtrisés et transportés ici, sur cette zone spécialement aménagée sur la route de Alépé. Nous nous sommes retrouvés sur ce site pour procéder à cette étape importante-là, où on a abrégé la souffrance des chevaux et on va procéder à leur enfouissement. L'esprit du MIRA de rappeler est que les animaux ont également des droits que nul n'est censé ignorer sous peine de sanctions. Il y a une loi sur le bien-être animal. Il est interdit de faire souffrir nos animaux. Il est interdit de mettre nos animaux dans un état où ils n'arrivent pas à manger, où ils souffrent, où on les maltraite. En tout cas, tout ça, c'est interdit. Il y a même des sanctions. Surtout que le mépris du bien-être animal dont souffrent ces chevaux présente un risque pour la santé humaine. Vous avez vu les plaies, ces gros boutons-là qui suintaient. Donc, par contact étroit, ces maladies, ces signes-là pouvaient se retrouver chez les riverains, chez les enfants qui allaient jouer auprès de ces chevaux. Depuis combien de temps ces chevaux malades ont-ils traîné dans ce quartier de la commune d'Abobo? Ont-ils eu le temps de contaminer d'autres animaux ou des populations riveraines? Seule une investigation poussée des autorités compétentes permettra de le savoir afin de mieux protéger la population.
Un autre volet de l'actualité à présent. Dans le nord du pays, le président du conseil régional de la Bagoué s'est rendu dans des villages, des localités visitées par le ministre Bruno Nabagné-Koné qui ont bénéficié d'infrastructures scolaires et sanitaires. Charles Tatou. Pour la livraison d'importants équipements de développement de base, dont de son conseil régional, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, président du conseil régional de la Bagoué, s'est fait accompagner de plusieurs membres de son équipe du conseil dans les localités bénéficiaires. Après Sionfa, doté d'un logement d'infirmiers, Bruno Nabagné-Koné a remis du matériel biomédical et des tables-bancs pour le centre de santé et les écoles de la ville de Kasséré. Le président du conseil régional de la Bagoué est venu à Kasséré, également les bras chargés de plusieurs ambulances au profit des centres de santé aspirant aux moyens de mobilité, dont celui de Kasséré, ville d'accueil. Les populations du village de Doféré, qui rêvaient aussi de voir la localité dotée d'un centre de santé, sont totalement dans la joie avec la présence du ministre Bruno Koné dans leur localité pour ce rêve devenu une réalité. L'Andiogou, dernière étape de la série de visites dans les villages. Ici, le ministre Bruno Koné a livré un bâtiment de 4 salles de classe et une ambulance, dont de son conseil régional. Nous avons par localité, par sous-préfecture, par département et par nature d'investissement, donc routes, électricité, eau, écoles, etc. Nous avons tous les besoins des populations. Et en priorité, nous essayons d'apporter des solutions face à ces demandes-là. Les solutions aux problèmes de la santé et de l'éducation demeurent le souci majeur de l'équipe du conseil régional de la Bagoué qui multiplie en ce moment des stratégies pour l'atteinte de ces objectifs. La première édition de la foire de l'emploi et du recrutement a pris fin la semaine dernière. L'administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeunes a fait le bilan au magazine du dimanche à 13h. Hamza Diaby a donc reçu Herman Nikoui. Extrait. Alors, l'objectif de cette foire, c'était, comme vous l'avez vous-même indiqué dans vos propos liminaires, c'est de permettre à des jeunes de demandeurs d'emploi direct, de stage, de formation, de financement de projets, de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, de se retrouver sur un même espace avec des recruteurs, des cabinets de formation, des entreprises, avec des structures financières qui examinent des projets, de sorte à ce que sur ce même espace-là, il puisse y avoir cette intermédiation. Sur les emplois directs, on avait 5 891 opportunités. Sur ces 5 891 opportunités, on a 2 930 demandes d'emploi direct qui ont été validées. Lorsque vous prenez les stages, par exemple, on avait 3 562 opportunités de stage et on a 1 235 opportunités qui ont été validées sur le salon, pardon, sur la foire. Mais le processus continue, étant donné que notre rôle, c'est toujours de continuer cette intermédiation entre les entreprises et les jeunes. Pour les formations, par exemple, on avait 20 260 opportunités de formation. Mais on n'a pu valider que 2 375 opportunités de formation. Sur les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, on avait un objectif de 14 675. Donc, jeunes à mettre sur les TIMO, et là, l'objectif a été totalement atteint. On a eu 20 072 participants, et là, ça comble totalement donc les TIMO qui, dès le mois d'avril, seront mis en œuvre. La même chose aussi pour les stages et les jeunes pour lesquels les contrats de recrutement sont stabilisés, donc devraient démarrer début avril, ainsi que le financement des projets pour le volet entrepreneuriat. Projecteur de l'actualité est braqué ce soir également sur la Banque ouest-africaine de développement qui a initié un programme de vulgarisation des prêts adaptés aux catastrophes naturelles, un mécanisme destiné à renforcer la résilience des pays de l'UEMOA face aux crises climatiques et sanitaires. Les États pourront mobiliser les fonds sur le marché. C'est ce que nous apprend Nancine Bakayoko. Les prêts adaptés aux catastrophes naturelles PACAN, un mécanisme qui offre un soutien budgétaire rapide pour répondre aux besoins urgents des populations en cas d'urgence climatique, comme les inondations, les sécheresses ou les tempêtes. À la différence des mécanismes de financement traditionnels, qui bien souvent s'activent après la catastrophe, le programme PACAN agit avant et durant la crise, en offrant
d'une part, une protection immédiate qui, en cas de catastrophe climatique, déclenche la suspension des obligations de paiement du pays bénéficiaire et leur prise en charge par une assurance paramétrique. Grâce à ce programme, les États n'auront plus à utiliser leurs fonds pour faire face au service de la dette, mais leurs ressources pourront être dirigées vers le financement de l'aide d'urgence et l'atténuation des effets négatifs du choc, notamment le déplacement des populations, le financement des abris d'urgence, la reconstruction, la fourniture des produits de première nécessité ou encore les travaux d'urgence. Nous sommes preneurs de cette opportunité, nous allons la soutenir comme nous avons déjà donné notre engagement et nous invitons toutes les parties participantes ici à profiter de cette occasion pour s'imprégner de l'outil de sorte que le moment venu, nous puissions en profiter pleinement. Les prêts ne devraient plus faire l'objet de défauts de paiement, garantissant la solvabilité des emprunteurs. Actuellement en phase pilote dans 4 pays, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, le dispositif s'appuie sur un portefeuille de près de 206 milliards de francs CFA en partenariat avec le gouvernement allemand. Et prenons la direction de Mounogaga. Dans ce lieu emblématique, on apprend que le plan d'aménagement de la forêt classée peut démarrer. Un atelier a validé justement le projet. Sam Konan. C'est à main levée, au cours d'un atelier présidé par le ministre Laurent Tchagba, que le plan d'aménagement de l'agroforêt de Mounogaga a été validé par les membres de la commission de validation des plans d'aménagement des forêts classées du département de San Pedro. Sa mise en œuvre permettra d'injecter près de 30 milliards de francs CFA dans la réhabilitation de la forêt et le développement socio-économique de vos villages. Ce projet permettra de créer des centaines d'emplois au bénéfice des jeunes et des femmes. 22 950 hectares à reboiser avec 8 millions de plants dans la forêt classée de Mounogaga. Et le plan de mise en œuvre est déjà conçu. Nos missions se situent en 3 axes. Le premier axe, nous avons la restauration de la forêt par le reboisement, par l'agroforesterie, la réintroduction, la conservation et la protection des espèces animales, donc des espèces fauniques. Et nous avons l'aménagement du littoral par des projets écotouristiques innovants. Un plan d'aménagement à visage humain. Je sais que mes parents qui ont pris la décision de le faire ne seront plus jamais un blocage dans la mise en œuvre de ce projet. On va soutenir le gouvernement, on va soutenir le projet, on doit participer, on doit planter des bois, on doit faire tout ce qu'ils nous demandent. En tout cas, c'est bon. Le plan d'aménagement de l'agroforêt de Mounogaga va durer 10 ans. Poussons à présent les portes de la politique. La ministre Maria Tokone a rencontré les enseignants du RHDP des régions du Guémont et du Cavali. Une rencontre tenue à Dieuekoué. Elle les met en mission de mobilisation pour la présidentielle d'octobre. Chris Diomandé, Siaka Kone. Quel doit être le rôle de l'Union des enseignants du RHDP dans la réélection du président Alassane Ouattara en octobre 2025? Question au cœur de cette rencontre entre la ministre Maria Tokone, marraine de l'Union des enseignants du RHDP et les enseignants des régions du Guémont et du Cavali, militants du parti. Les missions signées désormais à ces enseignants suite à cette rencontre, relever le défi du système éducatif dans ces régions et aussi mobiliser les militants pour une victoire écrasante du RHDP en 2025. Nous, enseignants URHDP du Guémont, nous aujourd'hui sommes prêts à tout mettre en œuvre pour que notre candidat remporte les élections. Nous allons seulement pour mobiliser tous les enseignants de Côte d'Ivoire pour que la victoire du RHDP soit totale au premier tour, octobre 2025. Selon la marraine de l'URHDP, l'offre éducative s'est nettement améliorée depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara en 2011. À son actif, des infrastructures qui ont permis d'améliorer les conditions de vie et de travail des encadreurs. La ministre Maria Tokone a exhorté ses filleuls à œuvrer pour la continuité avec le président Alassane Ouattara au soir de la prochaine présidentielle. Vous devez faire un maillage très serré dans vos différentes zones. C'est le message que je voulais vous donner. En allant vers les enseignants, en allant vers les autres militants, parce qu'il y en a qui pensent que quand les RHDP on s'assoit, je suis RHDP, c'est fini. Non. Je suis RHDP, je dois agrandir ma famille. Donc aller vers les autres militants pour les convaincre de venir chez nous. Parce que chez nous, là,
Voici le travail qu'on fait et qu'on veut continuer. Mariatou Koné a appelé ses hôtes à être des instruments au service d'une école apaisée. Rappelons que depuis décembre 2024, c'est la 4e fois que la ministre Mariatou Koné rencontre les enseignants militants du RHDP. Créé par l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur Gnamien Konan en 2023, le mouvement politique dénommé la Nouvelle Côte d'Ivoire a rejoint le RHDP ce samedi. C'est à l'issue d'une réunion de son bureau exécutif sanctionné par une déclaration. Dangui. Le mouvement politique dénommé la Nouvelle Côte d'Ivoire apporte son soutien au président de la République Alassane Ouattara et frappe par la même occasion à la porte du RHDP. C'est ce qui ressort de la déclaration de ce mouvement politique à l'issue d'une réunion de son bureau exécutif national ce samedi. La Nouvelle Côte d'Ivoire décide d'accorder un soutien à son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre 2025. Élu le 24 décembre 2024, le nouveau président de la Nouvelle Côte d'Ivoire s'engage à mobiliser tous ses membres au service de la victoire du RHDP à l'élection présidentielle de 2025. Nous allons nous organiser avec l'ensemble des militants pour se donner rendez-vous d'ici 1 à 2 mois à Yamoussoukro pour aller marquer l'adhésion de tous les militants de la Nouvelle Côte d'Ivoire à cette décision. La Nouvelle Côte d'Ivoire est un mouvement politique créé par l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur Gnamien Konan en 2023. Et pour la présidentielle, les acteurs de la société civile souhaitent l'apaisement. À Bouaké, le directeur général du guichet unique automobile rencontre les guides religieux, musulmans et chrétiens, les chefs de communauté. Il appelle à maintenir un climat social apaisé. Soro Corona. 29 ou 30 jours de jeûne pour les musulmans et 40 jours pour les chrétiens. Le jeûne est le carême, moment privilégié par les fidèles de se rapprocher davantage de Dieu à travers des prières et des invocations. À Bouaké, cette période est mise à profit par le directeur général du guichet unique automobile de parler de paix, de vivre ensemble et de cohésion. Touré Suleiman échange avec les guides religieux, chrétiens et musulmans et les chefs des différentes communautés. À la grande mosquée de Bouaké, le forum des confessions religieuses est mis en mission, celle d'être vecteur de paix, de cohésion et de vivre ensemble avant, pendant et après la présidentielle d'octobre 2025. Même message au siège de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Que les guides religieux chrétiens viennent à la grande mosquée faire des réunions avec des guides religieux musulmans, ceci doit se transcrire à la base. Ça veut dire que l'Ivoirien ou l'habitant de Côte d'Ivoire doit fonctionner au-delà des différences ethniques et religieuses. L'essentiel, c'est la paix. Pour avoir la paix, il ne faut pas prendre les gens sur les bases ethniques et religieuses. Il faut s'aimer. Les guides religieux et les chefs des différentes communautés sont prêts à investir le terrain pour des élections apaisées. On approche à la grande part des élections. Si vous voyez qu'on dit élection, c'est qu'il y a un pays. Vous dites la présidence, c'est qu'il y a un pays. Donc prions pour que la paix soit en Côte d'Ivoire. Faisons beaucoup de bénédictions pour la Côte d'Ivoire, pour les dirigeants. Le directeur général du guichet unique automobile compte étendre ses rencontres aux associations de jeunes et de femmes de la région du Bouaké pour une élection sans violence. On en vient au 7 sur 7, l'actualité internationale de la semaine. Voici le condensé de Léon Bro. Les combats meurtriers entre forces de l'ordre et fidèles du régime déchu de Bachar al-Assad et les massacres sanglants de civils alaouites et chrétiens en Syrie inquiètent la classe politique au Liban voisin. Réunion cruciale en Arabie Saoudite entre l'Ukraine et les États-Unis, des discussions pour trouver les moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine et renouer le lien entre Kiev et Washington après l'altercation entre leurs deux dirigeants. Après que les États-Unis ont coupé leurs aides, l'ONU appelle une nouvelle fois les pays donateurs à financer l'effort humanitaire au Soudan, un pays englué depuis 2 ans dans une guerre à la pire crise humanitaire au monde. Reprise du conflit dans le Tigré, des affrontements annoncés à Mekele, capitale de cette région d'Éthiopie. Ils ont opposé le Front de libération aux forces de défense du Tigré. Fin du procès du géant minier australien jeudi 13 mars à Londres pour rupture dévastatrice d'un barrage de résidus toxiques en 2015 au Brésil.
Les dommages pourraient se compter en dizaines de milliards de livres. L'Afrique du Sud prend acte de l'expulsion de son ambassadeur par les États-Unis et qualifie de regrettable cette décision. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré persona non grata l'ambassadeur sud-africain, l'accusant de haïr le président Donald Trump. Les gangs armés continuent d'étendre leurs tentacules, forçant les habitants de Port-au-Prince à fuir leur demeure, rue Camo, La Fleur du Chêne ou encore avenue Christophe. Les bandits ont sémé la panique au début du week-end. Alors, point final, excellente nuit, Dieu nous garde. Bonsoir.